Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui vient en support du chapitre numéro 11 du programme de Biocarré de première STL pour cette année 2020-2021. Nous sommes toujours dans le pôle 3 qui concerne la digestion et la nutrition. Cette vidéo va nous permettre d'explorer plus en détail les différents aspects impliqués dans la digestion des aliments jusqu'à leur absorption, c'est-à-dire le passage dans le sang. Commençons par nous intéresser aux différentes étapes de la digestion. Celle-ci démarre au niveau de la cavité buccale. Tout d'abord, on appelle l'ingestion le fait de mettre dans sa bouche des aliments. Après ingestion, dans notre bouche toujours a lieu la mastication. C'est le broyage de la nourriture par les dents et en mélange avec la salive qui est libérée par les glandes salivaires. Ce processus aboutit à la formation d'un amas pâteux auquel on donne le nom de bol alimentaire. Bien sûr, il y a aussi des enzymes qui sont impliquées dans ce processus, je pense en particulier à l'amylase. Ensuite, la déglutition permet le passage des aliments dans l'œsophage grâce à l'action de la langue qui pousse le bol alimentaire. Toujours dans l'œsophage, il y a des contractions de la part de muscles lisses, c'est-à-dire autonomes, qui permettent aux aliments de progresser vers l'estomac. C'est ce qu'on appelle le péristaltisme. Une fois qu'ils sont arrivés dans l'estomac, les aliments sont brassés grâce aux différentes couches musculaires qu'on avait vues dans le chapitre précédent. Cela permet d'obtenir ce qu'on appelle le chyme. Les aliments sont mélangés au suc gastrique qui est libéré par les glandes gastriques. Le suc contient en particulier une enzyme qu'on appelle la pepsine. Après ces deux processus, le mélange obtenu est appelé chyle et il est prêt à passer dans l'intestin grêle. Alors justement, au niveau de l'intestin grêle, il y a le déversement de sécrétions de plusieurs glandes, les glandes pancréatiques d'abord, mais aussi les glandes intestinales. Le rôle de ces deux glandes, c'est essentiellement de permettre de transformer les aliments en molécules beaucoup plus petites, des fines particules qui vont pouvoir être absorbées, c'est ce qu'on appelle les nutriments. Les nutriments seront absorbés au niveau de structures bien particulières qu'on avait vues dans le chapitre précédent, les microvillosités. Tout ce qui n'a pas été absorbé va pouvoir passer au niveau du côlon. Et là, on va retrouver une grande quantité de bactéries qui digèrent en particulier les fibres alimentaires. C'est ce qu'on appelle le microbiote intestinal. Les résidus de la digestion forment les fécès, qu'on appelle aussi les selles, et qui seront stockés dans le rectum, puis régulièrement évacués lors de la défécation. Ces étapes sont bien sûr à connaître, ainsi que les différentes glandes qui libèrent les sucs digestifs. Comme nous l'avions déjà vu précédemment, il est impossible pour la plupart des biomolécules issues de notre alimentation de passer par la barrière qui est formée par l'épithélium intestinal. En effet, les molécules que l'on mange sont trop grosses. Mais aussi certaines ont des caractéristiques chimiques qui sont incompatibles avec le passage de la barrière. Pour cela, elles doivent donc être réduites en molécules de plus petite taille qu'on appelle des nutriments. La première étape doit se dérouler dans le tube digestif et c'est ce qu'on appelle la digestion, c'est-à-dire la réduction en molécules de plus petite taille, avant que ne puisse avoir lieu la deuxième étape, que l'on appelle l'absorption, c'est-à-dire le passage dans le sang au niveau de l'intestin grêle. Alors vous voyez que j'ai précisé sur la diapo que certaines molécules passent dans le sang, mais d'autres, comme les lipides, passent dans la lymphe. On y reviendra ultérieurement. Toutes les molécules que nous consommons dans notre alimentation ne sont pas forcément concernées par la digestion. En effet, l'eau et les sels minéraux n'ont pas besoin d'être dégradés, ainsi que les vitamines. Par contre, les glucides, les lipides et les protéines doivent subir ces étapes de digestion avant de pouvoir être absorbés. Nous allons maintenant considérer les trois principales réactions de simplification moléculaire qui doivent avoir lieu avant que ne puisse se dérouler l'absorption. On va commencer avec les glucides. Je vais prendre l'exemple bien connu de l'amidon. L'amidon, on le retrouve dans les pommes de terre, dans le riz, dans les pâtes, et c'est une grande molécule, un polymère qui est formé de plusieurs centaines de milliers de molécules de glucose, toutes accrochées les unes avec les autres. Dans un premier temps, ces grandes chaînes d'amidon vont d'abord être coupées en chaînes de plus petite taille. Déjà au niveau de la cavité buccale par une enzyme que j'ai citée précédemment, l'amylase salivaire. Ensuite, la digestion se poursuit grâce à des enzymes qui sont fabriquées par le pancréas et au niveau de l'intestin. Les petites chaînes sont coupées en diosides, c'est-à-dire deux molécules de glucose liées ensemble par une liaison osidique. Ce dioside est d'ailleurs appelé maltose. La dernière étape de réduction, de simplification de l'amidon, c'est la rupture de cette dernière liaison qui était entre les deux molécules formant le dimère pour obtenir des monomères, c'est-à-dire des molécules toutes seules de glucose. Et ce glucose peut alors, puisqu'il est tout petit, être absorbé au niveau de la circulation sanguine. Maintenant, intéressons-nous aux protéines, ou on les appelle parfois protides. L'hydrolyse se fait en deux temps également, d'abord avec la dégradation de protéines en chaînes de plus petite taille, on les appelle parfois peptides,
C'est le rôle d'une enzyme qu'on a déjà évoquée précédemment, la pepsine. Alors elle n'est pas la seule impliquée, il y en a d'autres, mais c'est la plus connue et celle que vous devez retenir. Ensuite, des enzymes spécialisées viennent dégrader ces peptides en acides aminés individuels. C'est alors à ce stade que les acides aminés peuvent être absorbés et, une fois qu'ils sont dans le sang, distribués au niveau des cellules pour contribuer à fabriquer de nouvelles protéines dont notre corps a absolument besoin pour fonctionner. Enfin, les lipides. Alors ici, nous allons nous intéresser qu'à un exemple de lipides, en l'occurrence les triglycérides. Ces lipides sont en deux parties, on va y revenir dans la diapo juste après, mais une partie glycérol et une partie acide gras. Donc la partie glycérol est en rose clair, alors que la partie acide gras est ici représentée en rouge. La première étape de leur simplification, c'est de libérer en général un acide gras, et puis dans un deuxième temps les autres acides gras, ainsi que le glycérol. Mais on va y revenir sur la diapo d'après. Pour réaliser ces simplifications moléculaires, il est nécessaire qu'interviennent des protéines spécialisées qu'on appelle les enzymes. Il en existe de nombreuses sortes, mais je vous ai mis ici les images des structures tridimensionnelles de la lactase, de la lipase et de la pepsine, puisque ce sont des enzymes que j'ai déjà plusieurs fois évoquées dans mon discours ou qu'on a vu dans le cours ensemble. Alors intéressons-nous à quelques caractéristiques de ces enzymes. Comme je l'ai dit précédemment, la plupart de ces enzymes sont des molécules de nature protéique. Elles ont pour spécificité de reconnaître un ou plusieurs substrats et d'accélérer leur transformation en produits. Donc elles accélèrent la réaction de transformation de substrats en produits. Ce sont des molécules qui ont également une activité optimale dans certaines conditions physico-chimiques. Alors qu'est-ce que j'entends par conditions physico-chimiques? C'est par exemple le pH. La plupart des enzymes qui sont actives dans le corps humain ont une activité très importante, donc un pourcentage d'activité très important, à un pH neutre, c'est-à-dire de 7,2. Alors c'est pas le cas pour toutes les enzymes dans le corps humain, on aura l'occasion d'y revenir, mais c'est une règle générale qui est bien à retenir. Par contre, leur activité, vous le voyez sur ce schéma, est beaucoup plus faible, à pH très faible ou à pH très élevé. On pourrait tracer le même genre de courbe, mais en remplaçant le pH par la température. Et là, selon toute logique, le pourcentage d'activité sera le plus élevé quand on se place à 37 degrés, qui est notre température physiologique. Cela veut dire qu'une enzyme qui est placée à une température plus élevée, puisqu'elle est de nature protéique, va perdre sa structure tridimensionnelle. On parle alors de dénaturation, elle ne pourra plus accomplir sa fonction, donc elle ne pourra plus accélérer les réactions chimiques. Une autre propriété importante des enzymes, c'est qu'à la fin d'une réaction chimique, l'enzyme est régénérée, c'est-à-dire qu'elle est disponible à nouveau pour catalyser la même réaction chimique. Et la dernière propriété sur laquelle j'insiste aujourd'hui, c'est le fait qu'une toute petite quantité d'enzymes est nécessaire pour opérer la même réaction sur une grande quantité de substrat. Nous allons terminer cette vidéo en nous attardant un petit peu sur le cas de l'hydrolyse des lipides. En effet, cette hydrolyse implique en plus des enzymes des composés qu'on appelle les sels biliaires. Comme leur nom l'indique, ces substances ont rapport avec la bile. Ils ne sont pas fabriqués dans la vésicule biliaire mais bien dans le foie et par contre ils sont stockés au niveau de la vésicule biliaire. Mais avant de s'intéresser à leur hydrolyse, d'abord je voudrais qu'on fasse un point sur la structure des triglycérides. Comme leur nom l'indique, ils sont formés de deux parties. Le préfixe tri fait référence au nombre 3, comme 3 acides gras qui sont ici représentés en rouge. Chaque acide gras, c'est une longue molécule avec des carbones et des hydrogènes, on parle donc d'une chaîne aliphatique, et à son extrémité, un acide carboxylique. L'acide carboxylique est très important, c'est lui qui permet de s'accrocher à la deuxième partie. Cette deuxième partie, c'est le glycérol, dont on a tiré le terme glycéride dans triglycéride. Le glycérol, il a, ici sur mon schéma, un peu la forme d'un E majuscule en rose. Vous remarquez que le glycérol, c'est une molécule qui possède 3 fonctions OH, 3 fonctions hydroxyle. Il va pouvoir donc se former des liaisons entre le OH du glycérol et l'acide carboxylique de chaque acide gras, afin de former ce qu'on appelle des liaisons esters. Donc maintenant qu'on sait comment sont formés les triglycérides, on va pouvoir voir comment on peut les hydrolyser et quels sont les composés nécessaires. Pour étudier cela, on s'est intéressé à des expériences en 4 étapes. Avant cela, je voudrais préciser quelques petites choses. Lorsque des triglycérides sont hydrolysés, cela se traduit par une acidification du milieu. C'est-à-dire que le milieu avait plutôt tendance à être basique au départ, et lorsqu'il y a hydrolyse, le milieu baisse, le pH du milieu baisse vers des valeurs telles que 2, 3 ou 4. Par ailleurs, dans les 4 expériences que je vais vous présenter, au début de chaque expérience, on ajoute dans chaque tube un indicateur coloré du milieu. Cet indicateur coloré, il est rose lorsqu'il est en milieu basique, et par contre il devient transparent si le milieu devient neutre ou acide.
Alors la première expérience consiste à mélanger de l'huile avec de l'eau distillée. À l'image de ce qui se passerait si je laissais dans ma cuisine une sauce salade sans la remuer, il y a deux phases qui vont se séparer. La phase du bas est plus dense, donc elle contient l'huile, les triglycérides. Et vous remarquez que cette phase est de couleur rose. Le rose, c'est cet indicateur coloré que j'avais mis. Puisque ça n'a pas changé de couleur, ça veut dire que les triglycérides sont toujours là, qu'ils n'ont pas été hydrolysés. Dans la deuxième expérience, on remplace l'eau distillée par de la pancréatine, c'est-à-dire un extrait d'enzymes digestives, en particulier la lipase qui est fabriquée par le pancréas. Et bien malgré ça, malgré la présence de la lipase, on remarque qu'il y a toujours deux phases et que la phase du bas est toujours rose. Ça veut dire que malgré la présence de la lipase, on n'arrive pas à hydrolyser les triglycérides, on a toujours les deux phases qui sont séparées. Dans la troisième expérience, on ajoute de l'huile avec la bile. Par contre, cette fois-ci, on ne met pas de pancréatine, donc il n'y a pas de lipase. La grosse différence avec l'expérience numéro 2, c'est qu'on obtient une seule et unique phase au lieu de deux. Par contre, cette fois-ci, notre phase est toujours rose, donc il n'y a pas eu d'hydrolyse des triglycérides. Par contre, ça permet de mettre le doigt sur quelque chose de très important, c'est le fait que quand je mets de la bile, cela permet de mélanger, ou avec des termes un peu plus chimiques, d'assurer la miscibilité de l'huile avec les composés d'origine aqueuse, de l'eau. Quatrième et dernière expérience, on mélange de l'huile, de la bile et de la pancréatine, qui contient donc la lipase. Après avoir laissé reposer quelques minutes, vous remarquez que le tube ne présente plus qu'une seule phase, au lieu de deux. Et cette phase a la particularité d'être de couleur transparente. On retrouve donc le rôle de la bile, qui était de permettre que les espèces se mélangent, donc la miscibilité, mais comme le tube a changé de couleur, on en déduit qu'il y a eu une acidification du milieu, donc l'indicateur coloré a changé de couleur, et cela traduit le fait que les triglycérides ont été dégradés, ont été hydrolysés. Cela nous permet de conclure que pour hydrolyser des lipides, il faut avoir deux choses. À la fois des sels biliaires qui permettent de mélanger les graisses avec le reste du contenu du tube digestif, qui est principalement de nature aqueuse, mais il faut aussi avoir des enzymes, comme la lipase, fabriquée par le pancréas. Parce que toute seule, la lipase n'est pas capable de permettre la dégradation des triglycérides. Voilà tous les éléments que je voulais vous donner en support de ce chapitre numéro 11, et je ne voulais pas non plus que cette vidéo soit trop longue, donc je vous souhaite bon courage pour la réponse aux questions des activités pendant les vacances, et puis on se retrouve à partir du 3 mai. Bonnes vacances!